nous allons maintenant entamer donc la dernière table ronde avec les personnalités qui sont sur le tableau et que je vais appeler. Et je passerai la main à Marc, que j'invite à rejoindre une fois de plus la table ronde avec M. Thierry Ardion, qui est représentant de l'association d'éditeurs Tech in France et directeur des produits Agiris Isagri, Monsieur Pierre Aubin, représentant de l'association d'éditeurs SDDS, directeur du développement EBP, et Madame Virginie Desbordes, responsable du département innovation à la direction de la certification et des référentiels LNE. Marc, à toi. Merci beaucoup. En fait, la démarche que nous allons vous proposer, c'est d'essayer de discerner entre ce qui est un référentiel, ce qui est une attestation, qui fait quoi. Mais avant ça, on voudrait vous expliquer en fait comment s'est organisé notre groupe de travail. Et peut-être Thierry, voilà, tu peux nous parler un peu de la démarche. Voilà. Je reprendrai derrière ça. Oui, je vais vous expliquer comment on a démarré. Donc effectivement, depuis 2016, il s'est passé des choses et le groupe de travail est né de plusieurs démarches parallèles en fait, qui sont nées en 2016. Alors pour ce qui concerne les éditeurs de logiciels, chacun a pris connaissance du BOI du 3 août 2016 de son côté. Il est vite apparu qu'il était préférable d'échanger pour être sûr que nous l'avions bien compris et on voyait surtout que ça posait beaucoup de questions. Donc on a travaillé dans le cadre des associations d'éditeurs de logiciels, donc Tech in France que je représente, qui est une association de 400 acteurs du monde du logiciel et de l'Internet. Ça va des startups à des PME, des ETI, des grands groupes. Et dans cette association, il y a un groupe de travail consacré aux logiciels de gestion, aux ERP. En complément, SDDS, qui est une association que représente Pierre Aubin, est une association là, de plus petite taille, de 28 éditeurs spécialisés dans les logiciels, alors de paye RH et aussi comptabilité, gestion, fiscalité pour le secteur public et le secteur privé. Et donc SDDS est issu, en fait, a été créé par des éditeurs de logiciels de Tech in France et du Syntec numérique pour traiter ensemble et en profondeur, sous un angle très technique, les problématiques réglementaires liées à la dématérialisation. Et donc cette association-là a participé, ses représentants ont participé fin 2016 à une réunion au Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables qui avait trait à cette nouvelle loi et aux questions que l'on se posait tous. Et on a pu constater qu'on n'était pas les seuls à se poser des questions. Absolument. On avait par ailleurs la chance de pouvoir dialoguer avec l'administration fiscale sur le FEC. Il se trouve que les équipes de la DGFiP qui traitent du FEC sont les mêmes que celles qui traitent en fait des systèmes de caisse. Et on a proposé de rassembler les efforts parce que c'est vraiment un sujet, vous le voyez, qui est transversal. Comme Célie Carion vous l'a dit dans le cadre d'Auchan, il y a de la fiscalité, il y a de la finance, il y a de l'informatique. Et la difficulté, c'est souvent le vocabulaire. On ne parle pas le même langage et un mot ne recouvre pas du tout le même sens pour un informaticien et un fiscaliste. On l'a bien vu par le passé, lorsqu'on laisse, pardonne-moi Thierry, la main à un développeur pur sur le fiscal, et il fait des interprétations peut-être un peu hâtives et inversement, le fiscaliste ne comprend pas l'informatique, pas forcément. Donc l'idée c'est un groupe de travail commun qui est ouvert, c'est sur quoi je vous ai insisté. Donc, je fais appel à la candidature, n'hésitez pas ultérieurement, parce qu'il y a encore beaucoup de travaux à mener. Comme le disait tout à l'heure Olivier Misper, il y a des interprétations, des points à creuser, c'est une affaire de fait souvent. N'hésitez pas à revenir vers nous, et je m'adresse aux éditeurs étrangers. Je crois que la problématique est encore plus complexe pour eux, parce que notre système législatif et réglementaire français n'est pas facile à décoder pour eux. Donc, est-ce qu'ils vont aller vers la certification, plus naturellement vers l'attestation? C'est des sujets qu'on va reprendre tout à l'heure. Voilà, donc je voulais remercier à cette occasion le travail des cabinets aussi, BDO et Fiteco, et il y a d'autres cabinets que ces cabinets qui sont appelés à travailler. Encore une fois, le groupe de travail est ouvert, et ouvert aux entreprises aussi, il faut insister sur ce point. Donc il y a dans ce groupe de travail des associations d'entreprises, donc Mercatel, la Fédération de la vente à distance, une association d'avocats spécialisés en nouvelles technologies et en fiscalité, donc la FNTIC, c'est un peu dur à dire,
Et le LNE donc, collabore aussi à ce groupe depuis le début, puisque au moment où on a commencé nos réunions, le LNE venait de finaliser sa première version de référentiel. Et donc, le LNE apporte sa vision normative aussi dans nos réflexions. Alors, puis parce qu'on trouve un intérêt dans ce contexte un peu complexe, on l'a vu depuis ce matin, à harmoniser les interprétations techniques de la réglementation, des 4 critères, et aussi d'harmoniser les définitions qui sont importantes dans ce domaine. Voilà, donc notre groupe qui est quand même assez large, hein, on peut monter à une trentaine de personnes quand tout le monde vient. Et donc, on a organisé la concertation avec la DGFiP, avec un groupe un peu plus réduit quand même, donc qui se charge de coordonner les questions avec la DGFiP et de retransmettre les réponses. Donc c'est Marc Lamardeguet qui est l'animateur de notre groupe sur un plan général, et je le remercie parce que c'est pas toujours facile de se mettre d'accord avec toutes les parties prenantes autour de la table. Donc je vais vous parler des objectifs visés par ce groupe de travail, donc conformité des systèmes d'information. Donc l'objectif déjà, c'est de représenter toutes les parties concernées. Toutes les analyses de texte sont mises en commun, en veillant à se placer de tous les points de vue possibles, et ils sont nombreux. C'est l'un des bénéfices de ce travail en groupe, parce que ça permet à chacun d'avoir une vision beaucoup plus globale des règlements et de leurs conséquences. Le deuxième objectif, c'est d'avoir cette relation régulière et constructive avec la DGFiP pour amener des questions, puis aussi des propositions. Alors depuis le début de l'année 2017, nous avons proposé une étude d'impact de la loi sur les entreprises pour essayer d'en chiffrer le coût. Ça, c'était avant le recentrage annoncé par M. Darmanin. Donc ça, c'était au mois de mai, on l'a présenté. On a proposé une définition de la fonction de caisse. C'est un sujet qui n'est pas terminé, on l'a évoqué tout à l'heure. Et donc ça reste à boucler l'année prochaine. Nous avons proposé un modèle d'attestation plus adapté à la diversité des situations. On en reparlera cet après-midi. Le modèle qui était indiqué dans le BOI du 3 août 2016 ne prenait pas en compte tous les cas de figure, notamment des intégrateurs, des solutions avec des briques multiples. Donc on a un modèle d'attestation qui a été proposé et utilisé là, puisqu'il en fallait dès ce mois de janvier. Et puis, ce n'est pas la moindre des choses, nous travaillons sur le référentiel de bonnes pratiques. Donc initialement, nous travaillons sur le modèle, le référentiel concernant les caisses et les factures, parce qu'il y a beaucoup de points communs. Et dans la suite de ces travaux-là, nous envisageons aussi de travailler sur un référentiel de logiciels de comptabilité et intégrant les problématiques de fichiers d'écriture comptable. Et donc l'harmonisation des pratiques pour sécuriser les utilisateurs et les éditeurs, c'est l'un des objectifs également de notre groupe, puisque en travaillant ensemble, on sécurise nos positions, on permet à chacun de sécuriser ou de simplifier l'action de ses confrères. Et donc, ça permet d'avoir des pratiques plus homogènes et plus assurées entre nous. Et enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, le groupe se charge de faire de la communication à toutes les entreprises concernées par nos travaux. Donc, ça consiste en des réunions d'animation de réunions professionnelles. Donc, Marc, Olivier, on a animé pas mal dans l'ordre des experts comptables. Nous en animons auprès des associations d'éditeurs. Nous répondons à beaucoup de questions également. Et puis, l'organisation de cette journée fait partie des travaux du groupe qui nous ont aussi beaucoup occupés ces dernières semaines. Alors, on va parler maintenant donc, des éléments de comparaison et de choix entre l'attestation et la certification. Parce qu'effectivement, il y a des critères qui peuvent amener à s'orienter vers l'un ou l'autre. Donc là, c'est Pierre qui va vous expliquer notre analyse. Alors en fait, si tu veux bien avancer, merci. Alors là, il y a une petite interversion. Oui, si tu veux bien, Je démarre sur la démarrer. référentielle. On va aller directement sur... On va faire comme ça, on reviendra. C'est le précédent. Comme vous le souhaitez. Très bien. Donc en fait, les situations sont diverses et on peut distinguer deux grandes populations. D'une part, les éditeurs, intégrateurs, SS2I, les professionnels de l'informatique.
et d'autre part les entreprises. En fait, pour chacune de ces populations, nous avons identifié un certain nombre de contextes qui, en fonction de ces derniers, peuvent orienter soit vers l'attestation, soit vers la certification. Alors, pour la première population, concernant donc les professionnels de l'informatique, pour s'orienter vers l'attestation, nous identifions 3 conditions principales. La première, c'est vraiment la connaissance qu'il faut avoir de façon importante du sujet. Vous avez entendu parler de validation, vous avez entendu parler tout à l'heure d'intangibilité. On parle d'intangibilité de haut niveau, intangibilité de bas niveau. Tout ça, ce sont des termes techniques qui veulent dire un certain nombre de choses et pour lesquels il faut comprendre l'impact qu'il peut y avoir dans les logiciels, dans les implémentations que nous en faisons. Donc il faut vraiment avoir une connaissance importante du sujet et être capable aussi d'assurer un suivi réglementaire régulier, puisque la réglementation évolue et il faut être au fait de ce qui se passe pour pouvoir la mettre en application dans les systèmes. Le deuxième élément concerne les processus de qualité. Il faut être capable de mettre en œuvre au sein de son organisation des processus qualité très stricts sur la façon de produire les différents développements, les différentes implémentations que nous devons mettre en œuvre. Et ce, bien évidemment, avec aussi en interne des processus d'audit, si possible avec des personnes, des équipes différentes, pour pouvoir vérifier que ce qui a été prévu a bien été implémenté, ce qui a été implémenté a bien été testé, ce qui a été testé correspond bien à ce qui a été prévu, et tout ça fait partie d'un livrable que l'on donne aux clients pour lequel on va produire une attestation clairement identifiée. Le troisième contexte concerne les fréquences de livrables que nous assurons auprès des clients. Plus cette fréquence est élevée, et aujourd'hui on est en 2018, bon nombre de sociétés livrent encore des produits on-premise chez les clients, installés chez les clients, mais on a aussi beaucoup de sociétés qui naissent aujourd'hui et qui existent, qui livrent des solutions en SaaS, en web, et qui finalement font des livrables continuellement, régulièrement. Et donc plus cette fréquence est élevée, plus l'attestation est appropriée, parce que le fait de passer par la certification va obliger de mettre en œuvre et de faire appel à l'organisme de certification et de prévoir un temps supplémentaire et risque de réduire le time to market que l'entreprise souhaite assurer. Alors, en pratique, bien évidemment, un professionnel de l'informatique va suivre ces trois conditions. Et dès lors qu'il arrive à les remplir, il est bien évidemment apte à suivre et à assurer la certification. Et en fait, soit il en fait l'économie, ou soit il fait le choix de passer aussi par une certification. Ça, c'est selon la volonté des différents éditeurs. Si tu me permets juste une remarque, il y a quelque chose d'implicite là-dedans, c'est qu'il a le choix. Il peut se faire attester ou certifier, mais seuls ont le choix les éditeurs. Quelqu'un qui n'a pas la qualification d'éditeur ne peut faire qu'une chose, c'est se faire certifier. Exactement. Concernant toujours les professionnels de l'informatique, à contrario de ce que j'ai expliqué juste avant, un professionnel de l'informatique qui a des difficultés pour arriver à maîtriser parfaitement la réglementation. Je vais donner un exemple, une SS2I qui doit implémenter des cahiers des charges que lui livre le client, se conforte aux demandes du client et fait ce que le client lui a demandé. Si elle n'est pas au fait des différentes réglementations, elle risque d'engager sa responsabilité sans en avoir connaissance, et engager aussi la responsabilité du client. Le deuxième point, si ces professionnels ont des niveaux de maturité en termes d'organisation de processus qualité qui sont assez lourds à mettre en œuvre, moindres, ils vont aussi être dans cette catégorie. Et bien évidemment, s'ils ont une fréquence de livraison plus éloignée, tous ces éléments font que l'on pense qu'il faut plutôt les orienter vers la certification, vers la voie de la certification. Alors, nous avons aussi travaillé un autre point sur les professionnels de l'informatique qui concerne les intégrateurs. Il s'avère que dans nos réunions, dans nos échanges avec la DGFiP, nous avons pu identifier que le métier de l'intégrateur, pour un bon nombre, était assez similaire du métier de l'éditeur.
Et nous avons convenu qu'effectivement, à ce moment-là, il pourrait, au même titre qu'un éditeur, produire une attestation. Mais ce point reste à clarifier dans les prochaines instructions qui vont arriver. Alors ensuite, la deuxième population pour les entreprises. Là, ça va être rapide. Les entreprises, aujourd'hui, ont pour obligation de passer par la voie de la certification. Quand elles développent elles-mêmes leur logiciel. Ah oui, absolument. Mais quand elles développent un logiciel qui, effectivement, touche l'un des 4 critères de la loi, bien évidemment. Alors, un autre point, on pourrait aussi se poser une question, pourquoi certains éditeurs choisissent plus l'attestation, pourquoi certains éditeurs choisissent plus la certification? En fait, bon, on a vu, il y a aussi une question d'image. La certification, effectivement, on passe par un organisme tiers, supplémentaire, qui a une certaine visibilité et qui peut apporter une image supplémentaire. Somme toute, beaucoup d'éditeurs considèrent que l'attestation est beaucoup plus engageante que la certification parce qu'effectivement, elle est produite au nom de l'éditeur alors que la certification est produite par un organisme de certification. Cela dit, comme on l'a dit, aux yeux de la loi, certification ou attestation ont la même valeur. Il y a un autre point, certains groupes ou groupes internationaux ont dans leur stratégie de mise sur le marché de leurs solutions, de suivre toutes les certifications en vigueur du pays. À ce moment-là, la question ne se pose pas. Les process qualité sont bien sûr mis en œuvre au sein de l'entreprise et ensuite, ils passent par la voie de la certification. Voilà, j'en ai fini sur ces points. Okay, donc Virginie va maintenant reprendre la parole. Je vais revenir en arrière du coup. Voilà, pour parler justement du référentiel et de... comment justement le groupe de travail a travaillé dans les règles de l'art de construction de ce référentiel pour permettre de garantir l'équivalence entre l'attestation basée sur le référentiel proposé par le GT et un référentiel élaboré par un organisme de certification tel que le LNE. Donc, l'objet de cette diapositive ici, c'est de rappeler quelles sont ces règles de l'art et qui ont été suivies dans le cadre des travaux du groupe de travail. En France, quand on réalise la certification de produit, donc ce qui est demandé par la réglementation ici, si on passe par la voie de la certification, cette certification, elle est encadrée par le Code de la consommation, donc dans son article L433-3, qui indique que cette certification doit être délivrée par un organisme de certification accrédité par le COFRAC. Et les évaluations qui sont réalisées dans le cadre de cette certification doivent être basées sur un référentiel qui doit lui-même être élaboré suivant la norme consacrée NFX 50067. Et globalement, ce que dit cette norme, c'est qu'elle doit, le référentiel doit définir les caractéristiques que le produit doit détenir pour pouvoir être certifié, et les modalités d'évaluation et de surveillance. Est-ce qu'on réalise un audit documentaire, un audit sur site, une évaluation fonctionnelle, un audit de code, etc. Et en particulier, ce référentiel il doit être validé par l'organisme de certification après recueil de l'ensemble des parties intéressées qui sont visées par cette certification, intéressées par cette certification. Donc, ici, ce sont évidemment les fabricants de systèmes de caisse, les éditeurs de logiciels, les utilisateurs, bien sûr, et l'administration fiscale. Donc, toutes ces règles de constitution du référentiel ont été suivies au sein du groupe de travail pour élaborer le référentiel qui va vous être présenté tout à l'heure. Et donc, l'équivalence du certificat qui sera délivré par l'organisme certificateur après évaluation sur son référentiel qui a été validé dans le cadre de l'accréditation, on délivre un certificat qui aura la même valeur au point de vue de la réglementation, l'attestation qui sera rédigée par l'éditeur de logiciel sur la base de l'évaluation qu'il réalisera suivant le référentiel élaboré par le GT. Voilà. Donc c'était bien un des objectifs de la participation du LNE à ce groupe de travail, c'était d'apporter notre expertise à cette rédaction. Et donc je crois que Thierry va vous expliquer le contenu de ce référentiel d'attestation.
Oui, alors je ne vais pas présenter le référentiel, parce que la journée ne suffira Oui, peut-être on pas, pourrait y passer la mais plutôt vous expliquer dans quel esprit il est construit. Alors oui, donc là, donc déjà, ce qu'il faut dire sur ce référentiel, donc il est destiné forcément à ceux qui vont attester leur logiciel. Pour la il peut être également utile à ceux qui préparent la certification, mais il y a de toute façon une deuxième couche avec le référentiel de certification, que ce soit d'InfoCert ou du LNE. Donc pourquoi on a fait ce référentiel pour les éditeurs? Alors, il faut d'abord dire que c'est un référentiel volontaire. Donc l'objectif, c'est d'aider les intervenants à comprendre les enjeux et les conséquences de toutes les obligations, et il est basé sur la capitalisation des expériences du groupe qui sont assez larges, puisque le groupe est assez large et représentatif. Et donc l'objectif, c'est qu'il soit simple. Si vous avez déjà lu un référentiel LNE ou InfoCert, c'est assez abrupt, on peut dire, en première lecture. Donc, nous, on a souhaité que ce référentiel d'attestation soit simple, accessible au plus grand nombre, et qu'il formalise des recommandations sous une forme très pratique, sans les contraintes de formalisme des organismes de certification, puisqu'on n'a pas cette contrainte-là, même si les sujets sont exactement les mêmes. Donc l'objectif, c'est d'aider tout intervenant informatique dans ses préparatifs à l'attestation ou à la certification. Et j'ajouterai un point, si tu me le permets. On s'est bien concentré sur les impacts des implémentations dans les produits et non pas sur l'organisation structurelle des process qualité que j'évoquais jusqu'avant. C'est ça, c'est ça. Là, il va être concentré, ce référentiel, sur effectivement les pratiques dans la partie logicielle. Alors, autre caractéristique de ce référentiel, c'est qu'il traduit les sujets réglementaires en cas métier. C'était la plus grosse demande des éditeurs, c'est-à-dire quand on lit les textes, quand on lit la réglementation, on navigue dans un grand nombre de textes, c'est assez compliqué de s'y retrouver, et donc on a besoin d'amener de la simplicité et de se partir du cas utilisateur. Dans certains cas, effectivement, les cas métiers ne rentrent pas du tout dans les mêmes cases que la réglementation. Par exemple, si on parle de ticket de caisse et de facture, pour le ticket de caisse, le règlement suit l'émission du ticket de caisse, précède l'émission du ticket de caisse, alors que pour la facture, il est consécutif. Et donc, dans notre référentiel, nous avons distingué deux cas d'usage entre la facture, qu'elle soit un particulier ou pas, et le ticket de caisse. Alors, nous avons choisi de travailler critère par critère. Donc, on a dans ce référentiel une partie sur l'inaltérabilité, une partie sur la sécurisation, une partie sur la conservation et sur l'archivage. Pour chaque métier, la logique de construction pour chaque question, on part d'une question pratique qui est la plus métier possible, et on va y associer des références réglementaires qui permettent de comprendre qu'est-ce qui sous-tend le référentiel sur cette partie-là et sur quel texte on s'appuie. La bonne pratique qui va être la préconisation du groupe de travail, là aussi formulée de la manière la plus pédagogique possible. Et puis, ce qui est nécessaire pour un référentiel, c'est d'avoir le mode de vérification, donc des préconisations de manière de vérifier la bonne réalisation de la pratique. Alors, je vais l'illustrer par un exemple. Là, en l'occurrence, puisqu'on traite les factures et tickets de caisse, là, je vais parler de facture. Donc, une des questions traitées dans le référentiel, et elle est traitée sous cette forme-là, c'est quand débute l'inaltérabilité d'une facture. C'est une question que se posent les éditeurs quand ils font une facture. Donc là, on va mettre les références réglementaires. Donc, il y a l'article 289 qui parle de l'inaltérabilité dès son émission. Il y a un certain nombre de précisions apportées dans les FAQ, dans les BOFIP. Et donc là, tous les liens seront mis en référence. Et puis, on amène... Pour que ce soit bien clair, on parle de la facture au particulier. La facture au particulier, oui. Qui n'est pas peut-être une facture fiscale au sens de l'article 289, non. Mais qui est... Mais la problématique est pour les éditeurs que souvent, le même logiciel sert à faire les deux. Donc, en pratique, la bonne pratique, elle est valable dans les deux cas, bien sûr. Et donc, ce qui est préconisé, par exemple, et pour faire simple, c'est de dire, quand on fait une facture, tant qu'elle n'est pas validée et inaltérable, eh bien, elle doit avoir une mention projet de facture ou quelque chose comme ça qu'on ne peut pas enlever et qui va faire que le client, la personne qui le manipule, sait qu'il y a une facture qui est provisoire, et une fois qu'elle est validée, et elle doit être validée pour être imprimée et remise au client.
Et seulement à ce moment-là, la mention projet de facture disparaît. Donc, par exemple, ça c'est la bonne pratique amenée. On va amener proposer des modes de vérification. Donc, il faut vérifier que dans le logiciel, on ne peut pas aller faire une annulation, une dévalidation de facture ou quelque chose comme ça. Dans les cas pratiques qui se posent dans les logiciels, il y a des imports de factures dans certains logiciels. Donc, il faut vérifier que s'il y a un module d'import de facture, l'irréversibilité, toutes les règles qu'on amène sont valables également pour les factures importées. Sinon, ça serait trop facile. Et donc, voilà. Donc, c'est un exemple de, bien sûr, il est formulé en manière très synthétique ici, mais de l'esprit dans lequel on a construit le référentiel. Et pour l'illustrer avec deux autres questions que nous avons traitées, c'est comment rendre inaltérable un document de vente. Là, c'est une question un petit peu plus technique. C'est quelles sont les bonnes pratiques pour faire en sorte que, en allant bidouiller un peu, on puisse éventuellement modifier une facture. Et donc, la question, c'est quelle bonne pratique pour empêcher que ce soit possible. Et puis, autre exemple de question qui se pose aux professionnels de l'informatique, c'est que, et là, ce n'est pas vraiment écrit dans les textes de loi non plus, mais dans la pratique, les services informatiques font des maintenances chez leurs clients. Il y a des réparations de bases de données qui sont justifiées quand le système est en panne. Et donc, on a une question qui est quelle bonne pratique peut appliquer l'éditeur ou son service d'assistance pour sécuriser les interventions qu'il réalise, les tracer et faire en sorte qu'il ne soit pas lui-même impliqué dans une fraude. Donc voilà, c'est le genre de questions qui sont traitées dans ce référentiel. Donc je ne vais pas le développer. La question qui se pose, qui est une question pratique, c'est quand est-ce qu'il sera disponible ce référentiel? Eh bien, d'abord, pour avoir les références réglementaires complètes, il faut qu'on attende le prochain BOFIP, puisque la donne a un petit peu changé avec la loi de finances 2018. Mais là, c'est dans quelques semaines. Et donc, nous allons travailler avec la DGFiP en ce sens. En pratique, on vise de le diffuser si possible au début du printemps 2018. Donc, il sera en accès libre, ce référentiel. Tout éditeur ou tout professionnel ou toute entreprise pourra y accéder librement. Et il sera normalement, en tout cas sa disponibilité sera communiquée dans les emails, à tous les emails participant à ce colloque à distance ou en présentiel. Donc vous serez informé de sa disponibilité, vous pourrez le télécharger à ce moment-là. Voilà, alors il reste pour le groupe de travail, et pour en revenir à notre groupe de travail, des questions qui restent à traiter en 2018. On va vous en évoquer seulement quelques-unes. Donc la première, effectivement, donc on l'a longuement dit, on en a parlé, donc la loi est votée, le texte est mis en application, la mise en application est au 1er janvier 2018, la loi a modifié un certain nombre de choses, donc il y a cette instruction au BOFIP qui va apparaître, et voilà, ce que l'on tient à souligner, c'est l'importance du travail qui a déjà été impulsé entre le groupe de travail et la DGFiP, pour justement échanger sur ce projet de BOFIP, pour arriver à ne plus rentrer dans un cycle où il est publié, on se repose des questions et ça repose encore des interrogations, etc., etc. Et là, on perd beaucoup de temps, mais plus arriver à, je dirais, co-construire cet élément-là pour arriver à le rendre applicable dans des délais raisonnables et le plus rapidement possible. Alors, dans les questions qui restent, et j'ai vu que c'était pas mal représenté dans les questions qui sont arrivées là, en ligne tout à l'heure, il y a la clarification du cas des logiciels bureautiques. La frontière entre la machine à écrire et le logiciel pour un tableur, c'est quoi? On sait qu'on peut tout faire avec un tableur, on peut faire un véritable logiciel. On peut simplement l'utiliser comme machine à écrire. On peut imaginer que si c'est une simple machine à écrire, ce n'est pas dans le champ. Et par contre, il reste à définir la frontière avec le logiciel qui, pour nous, en tout cas a priori, ressemble à l'enregistrement. Dès qu'on enregistre, on entre dans un système à mémoire dans lequel on doit pouvoir tracer. Mais ce travail reste à faire et doit amener à des échanges avec l'équipe de Madame Magnien. Donc ça, c'est une question qui reste dans les prochaines semaines. Donc il y a un autre point effectivement qui est extrêmement important et qu'il faut qu'on arrive à évoquer dans l'instruction BOFIP. C'est la distinction entre,
d'une part, le processus de facturation à un particulier et d'autre part, l'émission du ticket de caisse suite à un règlement. Et il est extrêmement important, dans les logiciels et dans la façon dont c'est implémenté, les circuits et les canaux sont différents. Et donc, il est important de bien distinguer ces points-là pour clarifier et répondre à toutes les questions qui sont ouvertes aujourd'hui sur ces thèmes. Je peux aller chez Auchan, avoir un ticket de caisse et avec ce ticket, demander une facture parce que j'en ai besoin pour d'autres raisons. C'est ça le problème pratique, en fait. Il y a ce problème-là et il y a la question aussi des artisans qui utilisent un logiciel de facturation pour facturer le particulier. Oui, dans ces distinctions, et pour compléter encore toujours sur cette question-là, qui est vraiment majeure, il y a l'assimilation qui, actuellement, dans les textes tels qu'ils sont, fait que la facture à un particulier est assimilée à une caisse, et dans le BOI d'origine, la fonction de caisse avait des fonctionnalités spécifiques à la caisse. Les totaux perpétuels, la clôture quotidienne, c'était des fonctions dédiées aux caisses et pas au logiciel de gestion dans le projet d'origine, qui, avec l'évolution du texte, font que maintenant, un logiciel de facturation est doit faire une clôture quotidienne, si on applique strictement les textes actuels. Mais en tout cas, c'est les questions qui sont posées, effectivement. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça qu'on le comprend. Et si c'est le cas, effectivement, ça pose des problèmes. La question, c'est si on enregistre les paiements dans un logiciel de facturation pour un particulier, doit-on faire une clôture quotidienne? Juste pour ces paiements. Mais comme l'informaticien, l'éditeur va vous dire, moi, je ne sais pas le faire de façon séparée, il faut envisager la chose globalement. Voilà, faut simplement distinguer les deux cas dans le prochain BOFIP, et je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Un sujet pour 2018 aussi, qui concerne plus particulièrement le cas des intégrateurs ou des logiciels qui sont utilisés en mode SaaS, de réfléchir, enfin Thierry et Pierre l'ont indiqué tout à l'heure, ce sont des structures qui sont amenées à faire faire évoluer leur logiciel de manière régulière et assez souvent. Et donc nous allons réfléchir à des modalités de certification plus agiles et plus adaptées à ce mode de fonctionnement, qui, alors c'est une piste, pourrait être basée sur un audit d'organisation, de système de management et un échantillonnage de produits ou de dossiers traités par l'entreprise. Voilà, c'est un sujet auquel on va s'atteler sur 2018. Et alors une autre problématique qui est beaucoup plus large, mais qui prend en compte, qui concerne le mode de travail entre le groupe et l'administration fiscale, c'est de prendre en compte la problématique de pédagogie des réformes auprès de la masse des entreprises. On le voit avec cette loi, la réglementation est complexe, il y a peu d'entreprises, notamment dans les petites entreprises, parfois des plus grandes, qui font de la veille réglementaire, qui se tiennent au courant. Et dans les faits, la diffusion des nouvelles obligations, des contraintes nouvelles qu'elles amènent, incombe alors aux experts comptables, souvent, pour leurs clients, et aussi aux éditeurs via leur assistance téléphonique, qui sont amenés à faire de la pédagogie des lois. Normalement, ils sont là pour faire du dépannage, mais donc ils le font, c'est pas un problème, mais ça pose une difficulté qui est le temps qu'il faut pour déployer, même si un logiciel aujourd'hui répond immédiatement à l'obligation, le temps qu'il faut pour qu'il puisse être déployé chez tous les clients nécessite un temps assez long, parce qu'on parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'entreprises. Et donc, pour un éditeur, c'est une problématique qui nécessite des étalements dans l'application des lois, ou des étagements, des seuils d'application. Et donc, c'est ce qu'on souhaite, en tout cas, travailler pour que les lois soient immédiatement applicables et que les éditeurs puissent faire leur métier d'assistance dans de bonnes conditions. Sachant que là, nous parlons des systèmes de caisse, mais nous avons aussi d'autres réglementations et d'autres législations à implémenter, notamment dans le social aussi, et qui viennent en termes de calendrier se percuter, et elles arrivent toutes en même temps, et ce n'est pas toujours facile et évident d'arriver à répondre à l'intégralité des clients en termes d'accompagnement et de pédagogie. On parle de mois en termes de déploiement, de durée de déploiement. Oui, une version sur quelques milliers d'entreprises, c'est, enfin chez nous en tout cas, mais j'ai l'impression que c'est pareil chez mes confrères, étalé sur une année quasiment. Entre le moment de la disponibilité de la version et le déploiement de la dernière version dans la dernière entreprise. Sachant qu'il y a déjà en amont une grande problématique, c'est que beaucoup d'entreprises, voire de confrères, sont restés sur la communication antérieure du ministre et sur l'idée qu'il n'y a que les caisses enregistreuses, qu'elles sont obligatoires, ce
qui n'est pas le cas, puisqu'on peut tenir une caisse papier, comme vous l'a dit Olivier, une caisse manuelle. Et deuxièmement, qu'il n'y a que celles-là qui sont concernées. Je suis désolé d'insister, c'est bien la fonction caisse. Madame Magnin, je suppose, reprendra ça tout à l'heure. Donc déjà, ça va être un travail de communication très important. Absolument. Et un dernier petit point qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, où il y a sûrement aussi un certain nombre de points à préciser autour du métier du e-commerce. Oui, ça, je suppose que la FEVAB ne manquera pas de nous le rappeler. Hein, c'est-à-dire, tu peux expliquer peut-être que dans le e-commerce, on fait des factures souvent en fait sur un portail. Dans les commerces, oui, effectivement, alors ça va dépendre des systèmes. Mais il y a un certain nombre de systèmes qui produisent automatiquement une facture sans se poser la question de savoir si en face c'est un professionnel ou bien c'est un particulier. Et donc la question, tout comme on l'a évoqué, reste entière et complètement ouverte. A priori, ils sont dans le champ, si j'ai bien compris ce qu'on nous a dit, mais comment l'appliquer? Oui. Donc voilà, donc ça c'est les sujets qui nous restent à traiter en 2018 pour les principaux. On en a déjà, nous, beaucoup d'autres. J'ai l'impression qu'avec les questions qui ont été posées et auxquelles on répondra sûrement pas toutes aujourd'hui, la liste va se rallonger. Donc on a encore beaucoup de travail. On a encore un peu de temps, donc profitons des questions, puisque Olivier va nous apporter la synthèse de vos questions. Là, j'ai une question qui s'adresse à vous tous. Comment mettre en conformité des logiciels développés il y a plusieurs années, on dit de 5 ans, et dont l'éditeur a disparu? En tant qu'entreprise, est-ce que je peux attester? Est-ce que je dois faire appel à un tiers pour attester? Ou est-ce que je dois obligatoirement faire certifier? On peut répondre à celle-là, elle est simple. Celle-là, simple, mais concrète. On ne peut pas se faire certifier en tant qu'entreprise, sauf quand il s'agit de se faire attester, ma langue à fourcher, pardon, pour le certificateur, sauf quand on a une filiale qui a le code NAS, informatique, programmation, éditeur, qu'on a une véritable filiale d'éditeur qui édite le logiciel. Autrement dit, quand on se comporte comme un vrai éditeur. Avec tout ce que ça veut dire. Et quand bien même l'entreprise voulait passer par la voie de la certification pour garantir que son système, qui n'est plus maintenu par l'éditeur, parce que ce dernier n'existe plus, je vais te donner la parole, mais je pense que ça va être difficile parce qu'il faut qu'elle maîtrise l'intégralité du code source. En fait, ce ne sera pas possible puisque c'est l'éditeur qui a la responsabilité de faire certifier son logiciel. Et s'il a mis la clé sous la porte, par définition, il ne pourra pas s'adresser à l'organisme de certification pour obtenir ce certificat. Donc, il va falloir trouver une solution parce que ce sont des cas réels qui existent. Ou alors, ça dépend, pardonne-moi, ça dépend de la question de la propriété intellectuelle. Est-ce que le code source a été transféré à l'entreprise? Auquel cas, on devient une société qui développe en interne. Et là, on peut passer par la case certification. Et il faut maîtriser l'outil, il faut maîtriser la documentation, il faut maîtriser le langage. L'ensemble du code, oui. Ouais. La responsabilité. Même l'éditeur rencontre les difficultés. Un certain nombre de confrères, un certain nombre d'éditeurs ont aussi des solutions qui sont assez vieilles et qu'ils ont été obligés d'arrêter et de faire migrer et passer le parc client sur d'autres solutions. Oui, tout à fait. Alors une autre qui est plus simple, même si elle n'est pas très agréable, si dans 1 an, 2 ans, lors de contrôle, l'administration arrive à la constatation qu'un logiciel de caisse ou un système de caisse est permissif, bien qu'il ait été certifié ou attesté. Bon, en cas d'attestation, on sait que c'est l'attesteur lui-même qui sera responsable, mais en cas de certification, quelles seront les responsabilités du certificateur, de l'éditeur et de l'entreprise? Alors, je pense que c'est un point qu'on va aborder dans l'atelier qui est en tout début d'après-midi, et ça va dépendre un peu Enfin, il y a des cas de figure différents avec la volonté de... enfin, effectivement, si la volonté de fraude est avérée, la responsabilité de l'éditeur est forcément engagée. Et au niveau du certificateur, ça va dépendre de si son métier a bien été réalisé, si on a bien appliqué les règles de l'art. Et ça dépend, enfin, la jurisprudence nous montre que ça dépend du cas de figure, mais on l'abordera en début d'après-midi. Ça pose quand même, si merci pour la transition pour cet après-midi. Juste une question implicite, c'est comment se fait-il qu'on puisse avoir un logiciel certifié et qu'on puisse frauder ça? Et messieurs les éditeurs, c'est envisageable ça Est-ce que c'est envisageable d'avoir de la non-qualité dans une entreprise qui est certifiée process qualité?
c'est ISO 9000. Non, mais envisageable, normalement, ça ne doit pas passer au travers. Mais les technologies, les techniques évoluent aussi, donc... C'est ça. Ce qui est difficile, c'est que quand même, tel que les textes sont écrits et tel que les instructions sont faites, aujourd'hui, il nous est quand même demandé, en tant que professionnel de l'informatique et de la donnée, de garantir que cette donnée ne peut pas être modifiée dans le temps. Or, on sait que les technologies évoluent, on sait que les technologies peuvent être amenées à trouver d'autres systèmes, et ça fait partie justement du process d'amélioration continue dont parlait Madame Gabé ce matin, tout à l'heure, pardon. Où en fonction de l'évolution de ces différentes technologies ou ces différents systèmes, il va falloir qu'on fasse aussi faire évoluer les systèmes. Mais à l'heure d'aujourd'hui, très concrètement, ça quand même, un certain nombre de cas peuvent être assez difficiles pour vous permettre de garantir que la donnée est complètement intangible. Ça pose le problème du SAS qu'on a évoqué tout à l'heure, qui a des évolutions très régulières, par exemple. Ça. Peut-être pour en terminer sur cette matinée, je voulais simplement interroger Virginie du LNE sur un point, c'est le lien entre les deux référentiels, référentiel de certification, référentiel d'attestation. Comment on va s'articuler? Peut-être que tu peux préciser ça. Eh bien, effectivement, l'idée de la présence du LNE au sein de ce groupe de travail, c'est de pouvoir reprendre un certain nombre de définitions qui vont être précisées dans le groupe de travail ou d'interprétation technique. Et alors, modulo les obligations d'accréditation qui nous sont applicables, en tout cas de les prendre comme données d'entrée pour les mises à jour de notre propre référentiel et partager les bonnes pratiques qui vont être indiquées dans le référentiel d'attestation avec nos évaluateurs pour éclairer également les positions qui sont communément admises entre les différentes parties intéressées. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure que la vision des parties intéressées pour aboutir à un consensus dans le cadre de la certification de produits est important. Et donc, c'est bien l'idée de pouvoir partager, échanger sur ces interprétations. Puisque il y a vraiment deux options possibles, deux voies possibles. Et là, c'est la transition parfaite peut-être avec la table ronde de début d'après-midi où on pourra détailler comment se préparer à l'une ou l'autre en fonction du choix que l'éditeur ou le fabricant de système de caisse aura pris. Nous allons donc nous souvent faire référence au référentiel LNE dans le référentiel attestation.